On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro, Anne Roumanoff, Gérard Miller et Jean-Bernard Hébé. Et l'émission aujourd'hui a un sous-titre, ce n'est pas seulement On va se gêner, c'est aussi les rescapés de la gastro. Ah oui, ça c'est vrai. Parce qu'autant vous le dire, tous les jours, on reçoit au moins 2, 3, 4 appels de chroniqueurs qui disent « Je ne peux pas venir demain, il faut me remplacer ». Merci Jean-Bernard d'avoir remplacé... Non, mais moi, j'ai quand même la gastro. Ah oui, Oui. Mais vous venez quand même. Et je viens quand même. C'est-à-dire que de toute façon, ça vous fait chier de venir, alors ça change pas grand-chose. Moi j'aimerais bien attraper la gastro parce que ça fait maigrir après les fêtes. Oui, mais moi aussi, en plus, j'aimerais bien. Pas du tout. C'est ça. Non, c'est une ça vue fait de l'esprit. maigrir. Je signale que vous êtes 4. Normalement, il y a un 5e chroniqueur qui s'appelle Antoine Bueno qui a fait ses débuts dans notre émission cette semaine, mais peut-être Il est lui-même- déjà viré. Il a fait de la première, il fait pas la seconde. Bon, Alors, d'accord. où il est en retard, où il est lui aussi victime de la gastro. J'ai les noms de ceux qui... Philippe Alfonsi, Caroline Diamant, enfin, ils sont... Sophie Garel, ils sont plusieurs comme ça. C'est terrible. On compatit. J'ai une liste jaune. Arrête, c'est affreux. Non mais c'est rien, faut manger du riz et puis ça passe. Bon, on la démarre quand même cette émission. Allons-y. Gérard Oui. Miller, vous allez suffisamment être bon pour pouvoir assurer jusqu'à 18h. Absolument. Je serai aussi ronchon que Bénichou, aussi féminin que Sophie Garel, et aussi intelligent que Jean-Luc Lemoyne. Je garde évidemment les mails de Bueno. On va attendre peut-être qu'il arrive. Après avoir supporté mon patron toute la journée, vous êtes véritablement mon rayon de soleil de tous les jours. J'ai hâte d'être le vendredi pour vous écouter car j'apprécie particulièrement Isabelle Motro et sa rubrique cinéma. C'est gentil, merci. Félicitations à Gérard Miller qui va pouvoir cultiver l'art d'être grand-père depuis la naissance de sa merveilleuse petite fille. J'ai le même âge que vous, Gérard, et je suis pour la première fois... C'est-à-dire, Moi aussi, c'est-à-dire, 75 ans. je suis pour la première fois, moi aussi, grand-mère. Vous n'êtes pas grand-mère, vous êtes grand-père, vous, Grand-père, Gérard. oui, oui, hein. je suis Vous Voilà. avez quel âge, là Gérard déjà. Je suis grand-père, absolument. Quel âge Ça va bien autrement chez vous? Ça te pose un problème, Pas votre du âge tout. Alors, La dis-le. preuve, c'est que j'ai répondu. Ah, bah, j'étais avec vous, elle s'appelle Hélène, l'autre soir au Théâtre Montparnasse, enfin avec vous, dans la même salle que vous, je vous ai vu lors de cette très bonne pièce jouée par Claude Rich, le Caïman. Je vous ai trouvé plus beau qu'à la télé, je vous aimais déjà pour votre franchise et votre intelligence, mais là je vous aime tout court, dit Hélène. Je suis ravi, sauf que j'ai pas du tout aimé cette pièce. Qu'avez-vous mais pensé autrement- de cette pièce? Comment l'avez-vous interprétée, cette folie de Henri d'Althusser? Alors, gros baiser à vous, Gérard Miller. Ah oui, non, c'est ça. Je n'ai même pas attendu la fin du mail pour dire que je n'ai pas aimé cette pièce. C'est-à-dire que moi, j'ai bien connu Althusser, qui est un des grands philosophes quand même de l'après-guerre, des années 60, qui a marqué des générations d'étudiants, qui était un malade mental, qui était fou. En effet, bon, cela dit, ça ne suffit pas à disqualifier quelqu'un. Et je ne sais pas comment on parlera de vous lorsque vous serez mort, Laurent, ou lorsque je serai mort, mais si, en effet, on parle de Claude Rich, de l'auteur de la pièce, de cette façon aussi monstrueuse, je trouve ça terrible. Alors, bien évidemment, il y a eu quelque chose d'épouvantable dans la vie d'Althusser. Il a tué sa femme. Et il a écrit d'ailleurs après un livre où il se disqualifie. C'était peut-être la moindre des choses qu'il pouvait faire. Mais reprendre l'ensemble de la vie, finalement, d'Althusser par le dernier bout de cette vie, le présenter comme un pantin, présenter son œuvre comme une œuvre absolument nulle, etc., je trouve ça monstrueux. Vraiment, j'ai pas aimé cette pièce et j'étais très mal parce que tout le public était absolument aux anges, ravi d'entendre ces tirades anticommunistes. Faut dire que c'est une pièce très anti-intello. intellectuelle, alors Très le public est de intellectuelle. toute façon toujours ravi dans ce cas-là. C'est vrai. Parce que t'as l'air con si tu as l'air de pas aimer. C'est pas faux. Non, C'est pas faux. Ah si, c'est vrai, faut dire ce qui est, non? Ouais, on est tous là. Oh, oh, oh. Vous savez, j'adore les pièces où il y a des rires. Oh, oh, oh. Ah, il y a- est-ce que- il y a un peu de ça, Gérard. Oui, il y a un peu de ça, mais ce que je trouve terrible, c'est que, effectivement, on peut... Non, c'est pas c'est Pas mal. J'aime bien dans ce rôle-là. Non, mais c'est vrai en tout cas que je suis pas le bon spectateur pour cette pièce-là. Et j'en ai parlé avec Parce que Bénichou. vous n'êtes pas un intellectuel, faut bien dire, Il Gérard avait Miller. vu, si, j'en ai même parlé avec Bénichou, je sais pas s'il en a dit un mot ici, qui comme moi, était choqué qu'on puisse réduire la vie d'un homme à ça. Mais Ça personne ne le connaît, tu sais, qu'est-ce que vous en avez? C'est pas Franchement. vrai. Vous savez, vous connaissez Roland Barthes, vous Ouais, connaissez Michel mais- Foucault, vous connaissez Non, Jacques ceux-là, Lacan. oui, mais moi, Ben, Althusser était l'un de ces grands philosophes, penseurs, écrivains des années 60, Parce que la 70. pièce, quand même, est plaisante à voir, c'est ça qu'il faut dire.
Bah écoutez, moi j'étais tellement mal à l'aise que du coup je suis pas très capable de Oui, mais de vous avez plus l'apprécier à d'un point de Hélène, vue. Gérard, c'est déjà ça. J'ai plus à Hélène, ouais. Le 6 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Louis Braille. C'est donc aujourd'hui l'anniversaire de la disparition de celui qui a permis aux non-voyants de lire du bout des doigts, me signale Paul. Et il voulait que je le signale. Eh bien, voilà, c'est fait. Avec le Braille, on caresse chaque lettre de chaque mot. Le non-voyant parcourt les lignes comme le guitariste caresse ses cordes, me dit-il. Et de ses doigts naissent des accords de mots plutôt que des notes. C'est joli, hein? Très joli. Voilà. Et c'est vrai que le Braille, ça a fait beaucoup. Surtout pour les aveugles. Oui. Mais vous savez que même sur les téléphones portables, maintenant, il y a Pour les malentendants aussi. il y a un petit... Si personne ne braille, personne n'entend. Sur les téléphones portables et sur les ordinateurs, il y a une des touches qui a un petit picot au milieu, Ouais. qu'on ne peut pas lire en tant que braille, mais qui indique que c'est le milieu du clavier. En attendant l'arrivée éventuelle du nouveau et dernier chroniqueur de cette équipe, Et Antoine pour la dernière fois... Bueno, les épices du soupe du Caire, Benabar, j'adore ça. Ça Ah, moi vrai aussi, fan, je suis hein, comme Gérard. vous. Ah, je suis un vrai fan sur scène. Il est formidable. Je passe en boucle ses chansons. Lui-même humainement est très 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 bien. Je l'adore. Formidable. Moi, je déteste ça. Tu exagères. Ça n'a pas changé. Non, mais laisse-moi finir. Je suis sûr que ces spectacles sont formidables parce que j'ai vu un jour un extrait de DVD et j'ai trouvé que sur scène, c'était vraiment bien. Il a une vraie personnalité. Je veux dire, il enlève l'affaire, comme disent les musiciens. Il envoie du bois, il va au charbon, il fait son affaire. C'est sûrement un spectacle formidable. Ses textes sont plutôt pas mal, intéressants. Mais qu'est-ce qu'il chante mal? Non, non. Mais qu'est-ce qu'il chante mal? Jean Bernard. Mettre un DVD, enfin mettre un CD de Benabar dans son automobile, c'est l'accident obligatoire. Mais qui est un chanteur français qui chante bien pour toi? C'est qui? En ce moment, j'écoute tout le temps Corneille. Corneille chante formidablement bien. Julien Clerc chante Corneille, formidablement bien. formidable. L'Enrico Macias du Rwanda. Non, mais il y a plein de chanteurs français qui chantent bien. Mais par contre, je suppose qu'on doit s'emmerder à un spectacle de Corneille, alors qu'on s'amuse à un spectacle de Benabar. Ouais. C'est pas le même métier. C'est deux choses. Moi, Quand j'aime bien quelqu'un les chante pas bien, il chanteurs. faut dire il a un univers. Voilà, c'est ça. Il a un univers. Elle a raison, C'est exactement ça. Anne Romanoff, un Il univers. a un vrai univers. Un vrai univers. Ah oui, lui, son univers, c'est le cirque. Bon, c'est l'année Mozart. alors C'est de la musique de on cirque. C'est devrait fait pour danser les peut-être éléphants. plutôt parler de musique classique, puisque Ah c'est oui. quand même en 2006 l'année du 250e anniversaire de la naissance du compositeur. Et alors là, on ne parle que de ça hein, dans tous les journaux. Mozart. Surtout le coffret. Ah oui, Le coffret avec 157 L'intégrale. albums, oui, pour 100 €, un truc comme ça. ça c'est un coup formidable. Ça, hein. c'est formidable. L'éditeur qui a eu Formidable. cette idée. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est sûr que ça va à côté de l'Encyclopédia Universalis sur la cheminée. C'est pour un truc décorer. qu'on n'écoute jamais. On achète. Oh, voilà. Moi, ça 156 albums. m'énerve, vraiment. Alors là, ça m'exaspère, ce genre de truc. Pourquoi? Écoute, on commence à parler de Mozart, et voilà, Ah, mais je on trouve ça enchaîne formidable. avec le coup de, et achetons tout Mozart pour 100 €, etc. Mais écoutons Mozart, mais n'achetons pas tout. Tout n'est pas, Non, parce que moi j'ai la une même petite hauteur. compile de Mozart par André Rieu. Vachement bien. Moi, j'ai acheté le best-of. J'ai Mozart, la compile. C'est Non, mais tu largement vois, suffisant. c'est ça qui est agaçant, c'est que c'est tout maintenant, Non. c'est le packaging qui prime sur l'œuvre elle-même. Enfin, Anne Romanoff. Personne ne dit d'André Rieu qu'il a un univers. C'est marrant. hein. Parce qu'il chante pas. Il ne chante Moi pas. j'adore mon morceau préféré de Mozart, c'est pom 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 pom. c'est vrai que c'est bien. Non, c'est pas Mozart, c'est Lully. Enfin. Ah, voici Antoine Bueno, mesdames et messieurs. Non mais assis-toi Antoine, assis-toi. Antoine, la radio c'est un métier. Il faut que tu comprennes Quand que tu on es plus commence jeune, un c'est vrai. travail, il faut arriver à l'heure. Et il y a une chose importante en radio, c'est quand même le timing. Voilà. La radio, c'est une question C'est de que quand temps. l'émission est à 16h30, on n'arrive pas à 10h27. Alors je suis mais mortifié. Je suis dans un état vous pouvez même pas imaginer. Vous n'êtes pas mortifié, vous êtes viré. C'est Je- pas la je- même oui, chose. Oui, alors, c'est vrai, vous avez fait une émission, bon. Mais oui, j'ai fait une émission. je Pas reconnais- mal, moyenne, on va dire. Hein. Du bon, on va le tenter une deuxième Non, fois. enlevez pas le manteau, gardez-le. Vous resterez pas jusqu'au bout, de toute façon. Non mais ce qui nous intéresse, c'est l'explication Ah oui, que vous oui, allez oui. donner. Voilà. Alors on m'a dit de dire que c'était une gastro, mais la vraie vérité, c'est que j'ai lu toute la nuit un livre, Ah. le livre de Sapienza. Je sais pas s'il a été annoncé, je sais pas s'il faut en parler. Vous voyez, L'art de la aucun joie. professionnalisme. Dont nous parlerons effectivement dans cette émission. Et c'est vrai qu'Antoine Bueno est là pour remplacer quelqu'un. Il a appris hier soir qu'il... Ah non, alors là, vraiment, il a appris hier soir qu'il faisait cette émission.
l'émission. Et je sais plus d'ailleurs qui vous remplacez, vous, parce qu'il y a tellement de gastro dans cette équipe. C'est pas Christophe Alévèque. Christophe Alévèque, voilà, il remplace Christophe Alévèque. Alors sûrement pas avec autant de brio, mais surtout d'arriver en retard. Et donc il a appris ça hier soir et il a lu dans la nuit le bouquin de Goliarda Sapienza, l'art de la joie. C'est quand même... Et ça vaut largement une gastro. Ouais, hein. C'est 613 pages. C'est 600 idiot. pages. C'est idiot parce que remplaçant Christophe Alévèque, tu n'aurais pas dû lire le livre car il ne l'aurait pas lu. Oui. C'est pas faux ce qu'elle dit. Alors moi, je oui. voudrais savoir qui est cet Antoine Bueno. Alors Bueno, J'ai oui. des mails qui peuvent déjà vous situer le personnage parce que ça prouve quand même qu'il a fait une entrée remarquée dans cette émission il y a 2 ou 3 jours puisque déjà vous partagez la France, Antoine Bueno. Autant vous le dire. Bon. Ah oui. Premier mail. Quand va revenir Bueno le rigolo? C'est qu'il devient indispensable à mes après-midi avec vous. Smack, bisous à toute l'équipe. Grillé pour la Stéphane deuxième fois. qui écrit: c'est qui ce mec qui sait tout? Assez pénible. On dirait Bénichou en plus jeune. Tu parles d'une recrue. Daniel qui m'écrit: le nouveau politise l'émission un peu trop. Je pense que sa présence n'est pas indispensable. Un Beyrouiste en plus, et dans Beyrouiste il y a touriste sans le T. C'est une manipulation pour prouver que la droite est vraiment insupportable. Un mec de droite qui malgré ce défaut adore tous les gauchos qui sont autour de la table. Je suis sûr que c'est une supercherie, dit Daniel. Bon Gérard, partons. Monsieur Ruquier, je tiens à vous remercier pour la nouvelle année d'avoir fait venir ce jeune homme de l'UDF, dit Eric. Voilà quelqu'un qui est réellement cultivé, qui ne fait pas de bluff pendant 1h30 et qui connaît bien le domaine de la politique, ce qui était jusqu'alors le domaine réservé de Madame Ockrent, femme que j'admire et respecte profondément, mais que l'on entend malheureusement que le mardi. Vraiment merci, ça me va C'est droit au votre cœur. père, je crois, non mais et évidemment, comme tout le monde, j'ai fait envoyer Insupportable, le nouveau venu. Insupportable, dit Eliane, tellement suffisant, tellement superficiel. Un homme politique comme les autres. Bravo pour votre nouvel invité, beaucoup de bonnes réparties. J'espère qu'il sera vite réinvité. J'apprécie généralement tous vos chroniqueurs, mais le dernier venu, dit Aude, l'homme politique de 27 ans est fatigant, ennuyeux. Un vrai homme politique. Il donnerait envie de changer de radio. Alors pourvu qu'il ne revienne pas. Non, alors là, Donc je vous fais perdre des auditeurs. Oui. alors voilà, c'est vraiment 50-50. Alors, je voudrais dire d'abord merci à ceux qui ont dit que j'étais une recrue intéressante, et puis aux autres, vraiment que je suis totalement désolé. Et s'ils ont perçu dans mon ton quelque chose de suffisant, j'en suis encore plus désolé parce que c'est pas du tout évidemment la preuve que vous n'êtes pas suffisant, non, parce c'est- qu'autrement vous seriez tout seul, j'aurais pas fait appeler les 4 autres. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Isabelle Motro, Anne Roumanoff, Gérard Miller, Antoine Bueno, Jean-Bernard Hébé. Jean-Bernard, vous êtes un peu inquiet de voir à nouveau dans l'équipe, hein, parce Pas que... du tout. Non. Pas du tout. Je suis ravi de voir que quelqu'un va enfin se faire insulter à ma place. C'est bien. Est-ce que vous arrivez en retard, vous, d'habitude? Jamais. Jamais. Vous savez, il y a 2 choses qui comptent à la radio. C'est La ponctualité. la ponctualité et être non pas brillant. Ça ne sert à rien, regardez-moi. Mais par contre, d'être moyen pendant très longtemps. C'est pas faux, il a raison, c'est pas faux. Faut avoir une moyenne. Faut pas Mais être être moyen, brillant. c'est facile, mais pendant longtemps, c'est beaucoup plus dur. Eh hein. ben voilà. Ah, Ça, ouais. c'est une vieille thèse Alors qu'est-ce que druckerienne. vous faites dans la vie quand même? Alors qu'est-ce que je fais? Je suis auteur. Je sens que le nouveau intéresse Anne Roumanoff. Méfiez-vous, elle est très... Ça tombe bien. Elle est très mangeuse d'hommes en ce moment. Mais parce que je suis secrètement amoureux d'Anne Romanoff. C'est pas vrai. Si depuis que Caroline Diamant il y a 2 jours m'a envoyé paître, je suis vraiment fou de vous. Ah, tu étais aussi amoureux avant de Caroline Diamant. Mais Oui, tu sais, c'est- il est à droite quand même, hein, ce garçon-là. Enfin, à droite, je à ne sais droite. pas, mais à droite, oui. C'est un castor. Il va construire sa maison avec ça. Demain, il va nous dire qu'il rêve d'Elisabeth Lévy. Ouais, Il a un allez. côté Sarkozy jeune, je trouve. Alors là, vous allez encore faire perdre Non, nos non, auditeurs, non, j'en il- suis sûr. Oui, Anne Romanoff, c'est vrai que je vous porte dans mon cœur. Je trouve que vous avez tout ce qu'on peut attendre d'une femme. L'intelligence, Il est vraiment prêt à la tout pour beauté et le réussir. brio en plus. Oui. Oui. Vous avez remarqué, elle a autant de poils que Philippe Gueluc qui sort de son t-shirt comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est Alors, pas il faut- une il faut- pilosité, c'est des poils cousus au pull. Voilà, c'est textile. Ça donne un ce sont côté- des poils c'est- Moi, je croyais textiles. Des poils que Gueluc d'autruche. se rase lui Oh jusque-là et je pensais que tu faisais la même Non, chose. c'est des poils Tu sais d'autruche. parler aux femmes, hein. Moi, Je suis par fidèle. rapport à Bueno, t'es bien meilleur, hein. Oui, oh là. Mais c'est ce côté justement ourson qui est extrêmement séduisant. Chez Anne Romanoff. Chez Anne Romanoff, oui. Et puis chez Alors d'autres, donc, d'ailleurs. tu t'as compris, il faut que tu gardes ton pull.
Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait comme métier. Alors j'ai deux activités. La première, On va j'en pas les parle. redire à chaque non, fois. non, non, Ah, non, non, mais mais j'en moi, je sais parle. pas. J'en parle qu'à peine parce que il faut pas faire d'autopromotion. Et la dernière fois, je On voulais. sent qu'il je vient voulais pas de m'en- la banlieue quand même. je voulais. On va pas faire d'autopromotion. Hein. Voilà. Bon, donc je viens du 13e arrondissement, c'est pas particulièrement bourgeois. Et C'est ça le teint jaune que vous avez aujourd'hui. oh là, vous êtes complètement débridé, Laurent. Bon. Ségolène Royal, il est temps de parler de l'actualité. Ségolène Royal va pouvoir rentrer du Chili heureux si elle rentre, puisque un nouveau sondage vient de tomber pour le Figaro Magazine. Encore un sondage effectué les 20 et 21 décembre dernier auprès de 1000 personnes. Et alors ça y est, la présidente PS de la région Poitou-Charentes arrive pour la première fois en tête des personnalités politiques de droite comme de gauche, c'est-à-dire que toujours mieux, de semaine en semaine, toujours plus, Ségolène Royal arrive pour la première fois avec 49% d'opinion favorable en tête du baromètre Figaro Magazine. Monsieur Ruquier, je parle sous le contrôle de Monsieur Bueno, je vais vous répondre une chose très claire. Gérard, allez-y, Ce allez-y, ne je sont vous pas contrôle. les sondages qui font la démocratie. Les sondages, ça va, ça vient. Attendons que les électeurs tranchent. Bravo. Certes, mais enfin C'est quand comme même. Delors, il a caracolé pendant des années, ça n'a rien donné. Et ensuite, je pense qu'il y a des Français qui Ah non, pensent. Jacques Delors, Et c'est le- parce qu'il n'a pas voulu y aller alors. Et le Je pense qu'il y a phénomène des Français Balladur. qui pensent que Ségolène Royal est de droite parce qu'elle a un nom de droite et une tête de droite. Et puis elle a tenu à certains moments des propos qui, dans la gauche, étaient jugés plutôt, entre guillemets, réactionnaires. Ah un oui, petit le peu string, sur la par famille, exemple. Oui, sur le d'autres. string à C'est une l'école. femme de gauche de droite. Non, mais le string à l'école, tu vas pas me dire que c'est un propos de droite. Non, mais je ne parle pas du string spécialement, mais elle avait une conception un peu moraliste. Moi, je suis entièrement contre le string pour Mais les de petites là à Vous filles. êtes faire- de droite. Machin. Alors voilà. Mais non, mais je Alors, ne ça suis y pas est, pour le maintenant, je string suis pour les de droite. petites Ah bon, filles, bah mais alors, je dis vois qu'elle a pas eu une quel position un peu amusement on peut avoir à moraliste. l'école. Elle- Si on peut pas Bon, porter d'accord. ni de string, ni de porte-jartel, ni même de bretelles à l'école, alors vraiment, je vois plus l'intérêt d'y aller. Hein. Il a raison. Les Enfin. petites, ça dépend à quel âge. Je mets pas un string à 10 ans, je regrette. Non. Voilà. Oh, bah moi c'est sûr qu'à 10 ans je mettais pas un string, mais enfin. mais bon Mais ça a voilà. peut-être Tout changé d'un coup, depuis. j'ai une image de Laurent Ruquier en string. Bon enfin non mais on s'est écarté de du sujet. De Ségolène. de Ségolène Royal, mais il n'empêche qu'effectivement ça doit être quand même une bonne nouvelle pour elle, avouez-le. Voilà, il faut quand même le dire. Non, mais Pour c'est- elle, c'est une bonne nouvelle, mais pour le Parti Socialiste, c'est une catastrophe. Et puis pour l'Institut de sondage, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Comment Pourquoi ça? Bah parce qu'ils se trompent souvent, donc quelle fiabilité on peut leur accorder C'est aussi la question que posait Gérard tout à l'heure. Non, si vous voulez, j'ai une thèse. Le sondage, c'est une photographie de la France à un moment donné. C'est fou de qu'il la parle France comme sondée. Balladur, on se souvient Oui. même plus de qui était Balladur. Exactement. C'est incroyable. En tout cas, Comme hier soir, on a passe. interrogé François Hollande sur France 2. On lui a demandé s'il n'allait pas reprocher à Ségolène Royal d'être candidate, ou même. Et lui, il a dit, franchement, ce serait quand même un comble si je lui reprochais d'être populaire. Et il a indiqué que sa compagne se comportait de façon disciplinée au sein du Parti socialiste. Voilà. Elle se comporte plutôt pas trop mal. j'ai Non, elle est l'impression. très très forte. Hein. Elle est plutôt. Oui, non, mais on peut Elle pas le lui fait faire de tout en reproches. discrétion. Ah là, on reconnaît l'homme de droite. Elle est très forte. On dit pas qu'elle est forte ou pas. Ça suppose tout de suite un côté machiavélique de la Non, part ça- de ça Ségolène suppose pas Royal. un côté On machi- dit elle se comporte bien. Ne dites Mais- pas elle est très forte. C'est-à-dire que c'est une femme politique. Donc, en tant que femme politique, là, je parle pas du tout de ses idées, hein, mais évidemment, elle cherche à être le mieux vu possible, et pour ça, il y a des stratégies mises en œuvre. Et il faut pas faire d'angélisme. Évidemment, elle a une stratégie, et puis ça fonctionne. Elle y arrive très très bien. Moi, je crois qu'elle va quitter François Hollande. oui Ils vont se séparer. Ah oui? Ils vont être à la une de tous les magazines People et ça va être le début de la fin de sa carrière. Ah non, moi Vous si elle avez se vu ce- sépare, je vote pour elle. Vous avez vu ce que le magazine L'Express, qui fait un numéro spécial sur la France dans 20 ans, imagine pour une des filles de Ségolène. Si on lit bien le magazine, j'ai lu parce que c'est assez drôle, cette sorte de politique fiction ou de société fiction. Il La France imagine- dans 20 ans. La France dans 20 ans, dans l'Express, à un moment donné, on lit que une des filles de Ségolène, en fait, se retrouverait avec le fils, le petit garçon aujourd'hui, de Nicolas Sarkozy. Et c'est pas absolument Il y impossible. a aussi un autre truc que j'ai trouvé très bien, c'est ils imaginent Charlotte de Turckheim accepter le rôle de Bernadette Chirac dans une fiction télé. Je trouve ça assez drôle. Et nous, alors, on fait quoi dans Je sais 20 pas ans? ce qu'en Non. pense Charlotte. Mais on est toujours là. Regardez, on m'a posé la question il y a 40 ans, j'ai dit je serai toujours là, ça n'a pas changé. Dans 20 ans, on sera Ah non, encore là. je ne vous ai pas vu nommer, j'ai vu nommer Ardisson, qui est Ah, qu'est-ce supposé qu'il être à ce moment-là dans une sorte de retraite dorée, et qui ne sort à un moment donné que pour animer un débat
auquel participerait Montebourg. Ardisson étant supposé encore extrêmement populaire à ce moment-là. Non, c'est drôle. C'est vraiment l'image d'une France qui sombre. Pourquoi? Non, je dis n'importe quoi. Il a vite compris le principe de cette émission. Oui. Alors, revenons sur l'affaire du TER Nice-Lyon du 1er janvier avec la polémique, les échauffourées politiques comme titre Libération. Nicolas Sarkozy qui critique la SNCF, qui lui-même, Nicolas Sarkozy se fait critiquer par l'UDF et par le PS. On sait pas trop, c'est pas clair, hein, cette histoire. J'ai pas très bien compris qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça a été si long. Surtout qu'il y a que 3 personnes qui ont porté plainte. À un moment, on a dit il y a 100 personnes qui ont été 600 personnes agressées dans un train. 600 par 100. Et enfin, finalement, il y a 5 personnes arrêtées et 3 qui ont porté plainte, donc. Oui, mais l'eau de la version, c'est que les mecs, avant de partir, leur ont fait peur. Ils leur ont dit, si vous portez plainte, on vous retrouvera. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, vous savez que c'était le soir où les billets de la SNCF coûtaient 1,20 €. Oui. Et la SNCF a fait une grande annonce hier en disant, on va rembourser tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas formidable. Ils nous prennent pour des cons, c'est génial. Non, vous déconnez parce que ceux qui avaient les billets à 1,20 € sont pas ceux qui ont été agressés, hein, je vous signale. Oui, c'était des billets différenciés, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui bénéficiaient d'1,20 € et puis les autres à tarif normal. Moi, j'ai déjà eu peur dans des trains, des trains de banlieue ou des trains qui faisaient des petits trajets, genre vers le nord, qui durent 1 heure, etc. On a peur. Il peut ne pas y avoir d'agression et que tu aies peur avec quelqu'un qui est. J'ai déjà eu une situation où tu vois, t'as peur, tu bouges plus, il se passe rien, t'es pas agressé, mais quelqu'un qui vous a reconnu? Non, pas du tout. Oh, regarde, c'est la bouffonne là. Oh, la bouffonne avec ses rouges à chevaux. Oh, la bouffonne dans le train. C'est toi, madame, qui passe à la télé. Moi, je dis, ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes? Madame, tu peux pas me pistonner, me trouver un boulot. Ah oui, souvent ça, on y a le droit, hein, évidemment. Un boulot, n'importe quoi. Moi aussi, je veux être star. Mais Andrew, vous ne faites pas de sketch dans le métro. Non. Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas assez, mais c'est un métier à risque. Je sors de chez Bouvard. J'ai une famille à nourrir. J'ai une famille de chroniqueurs à nourrir. Vous n'avez jamais vu dans les TGV les sketchs qui sont parfois organisés par la SNCF? Vous n'avez jamais vu ça? Attends, dans les TGV, t'as jamais de sentiment d'insécurité. Dans des c'est vrai, il y a plein de trains où tout d'un coup, tu stresses, où c'est vendredi, 6h du soir, c'est bourré de monde. En tout cas, Monsieur Sarkozy a annoncé une nouvelle police ferroviaire. Voilà, au moins il prend les choses en main. Il a dit. Le train, c'est un lieu clos, donc s'il y a quelqu'un le train il roule, tu vois, on a compris, ça va, on a compris. Le train il roule, il y a des rails, il y a une gare à l'arrivée, une gare au départ. Non, mais c'est un vrai problème. Je veux dire, si tous les gens qui prennent le train, ils savent de quoi je parle. Et c'est comme l'ascenseur. Si tous les gens qui prenaient le train prenaient l'ascenseur en même temps que vous. Peut-être qu'on devrait faire une police des ascenseurs. Dans tout lieu où quelqu'un a peur, il faudrait faire une police. Il faudrait suggérer ça même à à la Nicolas radio, Sarkozy. d'ailleurs. Voilà, Partout, des polices du studio Berlin. C'est pas pareil pour la SNCF. Franchement, faut comprendre effectivement. Bien sûr. Non, mais peut-être que si. Mais je fais juste une suggestion idiote, comme j'en fais souvent, bien entendu. Si on avait un petit peu moins supprimé le personnel dans les trains, vous voyez. Lorsqu'on a parlé à un moment donné des agressions de certains membres du personnel, c'est aussi parce qu'avant ils avançaient par 2 ou par 3, que maintenant ils sont tout seuls. Enfin, il y a toute une donnée. C'est ça qui est frappant, c'est qu'on limite. C'est comme dans les écoles, on supprime les surveillants, on supprime les profs, et après on dit il faut des flics pour qu'il y ait de la sécurité. Mais mettez un peu plus de personnel. C'est comme dans le métro. Moi, après tout, j'ai pas une génération où il y avait un chef de gare dans le métro. Il y avait un type dans sa petite cabine. Je sais pas si c'était très drôle pour lui. Il y avait quelqu'un qui poinçonnait les tickets. Donc il y avait du monde dans les métros. On supprime. Après, quand il y a des agressions, on dit on va vous mettre des flics. On supprime encore plus parce que maintenant dans le métro, si tu vas acheter un ticket, on te dit non madame, je n'ai plus de ticket, je vous explique comment marche la machine. Enfin, comme dirait Sarkozy, on a vu assez d'horaires pendant la gare, donc il faut que tout ça change. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Motro, Anne Roumanoff, Antoine Bueno, Jean-Bernard Hébé, Gérard Miller. Bon, je sais, souvent ça fait conversation chez la boulangère, mais quand même, c'est le titre du Parisien ce matin. L'hiver s'annonce plus froid que d'habitude. Il faut quand même prévenir les auditeurs. Alors, je vous remercie, Laurent, de votre remarque. Et je tiens à m'engager. D'ici 3 mois, 4 mois au plus tard, je vous promets qu'il fera plus chaud. Non, mais écoutez, vous avez grelotté. Non, mais lisez-le, cet article de Michel Valentin dans Le Parisien ce matin. Ça commence à dire, vous avez grelotté. On croirait une bande-annonce de cinéma. Écoutez bien. Vous avez grelotté fin décembre. Eh bien, depuis hier, c'est reparti. Et ce n'est pas fini. Le premier trimestre, voire le début du printemps,
risque en effet d'être bien plus froid que d'habitude. Ce sont les prévisions saisonnières de Météo France. Les analyses viennent d'être réactualisées et Météo France publie maintenant des prévisions principalement destinées aux professionnels industriels de l'énergie, consultables par le grand public sur Internet. Et vous vous apercevrez qu'on risque de se cailler les miches, pour parler de façon triviale, pendant les mois qui viennent. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avant, ils se trompaient à court terme. Maintenant, ils vont se tromper à long terme. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est un boulot pour Basile de Kock, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il avait organisé une manifestation contre le froid à Glacière. C'était super. Voilà, des manifs. Eh ben, il faut recommencer, il faut relancer le mouvement. Les colonnes Maurice sont en voie de disparition. Ça, c'est plus embêtant pour les gens qui affichent leur spectacle. En effet, 35% des colonnes Maurice risquent de disparaître progressivement dans Paris. Ce sont les directeurs de théâtre privés qui ont indiqué ça hier lors de la fameuse conférence de presse de rentrée de la saison théâtrale. Et les directeurs craignent qu'à l'avenir, il ne soit plus possible pour de grands lancements de pièces d'avoir une couverture médiatique aussi grande qu'actuellement. En effet, en juillet dernier, le Conseil de Paris a signé une convention d'occupation domaniale des espaces publics avec le groupe d'affichage Decaux. Et cette société Decaux prévoit la suppression de 233 colonnes Maurice dans Paris et de 22 mâts porte-affiches. Mais pourquoi ça. Pourquoi? Et en plus, avec le groupe Decaux. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, Laurent, que lorsque le groupe Decaux, justement, a commencé à mettre sa main sur Paris, et notamment avec est-ce que vous en souvenez qu'un certain nombre de qu'un certain nombre de ces constructions... C'était en 1832. Mais plus personne plus personne ne sait qui vous imitez, là. Pierre Bénichou, c'est Pierre Bénichou. Non. On se souvient tous d'Alain Decaux, quand T'aurais dû même. être imitateur, en fait. Pardon? T'aurais dû être imitateur. Mais bien sûr. Il est ravi à chaque T'as un fois. potentiel. Donc j'allais faire une petite rétrospective. Est-ce que vous vous souvenez que les premiers constructions épouvantables de Decaux, il y avait à la fois des pubs et puis il y avait aussi des plans, étaient incendiés. Non, c'était pas les sucettes, c'était ces grands panneaux, je ne sais plus comment on les appelle. Ils avaient été incendiés parce qu'on considérait invraisemblable que Decaux progressivement Decauise Paris, alors que actuellement on supprime les colonnes Maurice qui sont quand même vraiment... Mais pourquoi ils font ça? Je sais pas, mais là je suis sidéré, je suis sans voix. Réfléchissez un tout petit peu. Oui. Un tout Ça petit va peu. être dur. Parce que c'est pas rentable. Jean-Claude Decaux a reconstruit à l'identique des colonnes Maurice qui en plus maintenant tournent, alors que les anciennes colonnes Maurice ne tournaient pas. Il ne doit sans doute pas gagner suffisamment d'argent avec cela. Donc il dit qu'il va les supprimer, donc tout le monde gueule, comme nous, donc il va augmenter ses tarifs. Point barre. Mais pourquoi la mairie rester. de Paris le soutient à ce point? Parce que la mairie de Paris a une fois pour toutes abandonné, comme presque toutes les grandes villes européennes, a abandonné son espace urbain à des vendeurs de publicité qui ont posé des murs un peu partout. Sur les Champs-Élysées, vous avez une sucette, c'est-à-dire un mur artificiel qui ne sert absolument à rien, tous les 50 mètres. Après, il a fait les pissotières, après il a fait les arrêts de bus, maintenant, après il a fait les colonnes Maurice. Je vous signale qu'en Italie, les plaques de rue, comme les plaques de rue disparaissent un petit peu partout. Vous avez remarqué que vous allez dans les banlieues, par exemple, il n'y a plus une plaque de rue. Si vous n'avez pas un GPS, vous ne savez pas vous diriger. La nuit, c'est pas éclairé. Eh bien, en Italie, ils ont vendu les plaques de rue. C'est-à-dire, en dessous du boulevard Garibaldi, il y a marqué « Manger des lustus crus ». Partout. Et ça viendra en France de la même façon. C'est génial, ça. Alors, dites, comment je fais pour aller boulevard machin? Ah bah alors, vous tournez rue Oncle Benz. Vous prenez à gauche, Ketchup, vous prenez le boulevard, voilà, le boulevard Ketchup. le boulevard Renault. Eh ben, ça Ensuite, ferait de l'emploi. c'est génial. Parce que Saint-Michel, boulevard Saint-Michel, je ne vois pas qui peut employer ce garçon. Je trouve qu'il faut vraiment s'intéresser à cette histoire des colonnes Maurice, parce que parmi les rares publicités supportables dans Paris, il y avait notamment les affiches de théâtre. Mais parce que c'était les et de affiches. cinéma. Eh bien, réfléchissez les surtout les affiches. miennes. Oui, mais moi ce que je trouve En ce moment, on voit toutes les colonnes Maurice de Paris sont occupées par le film de notre camarade Isabelle Mergo. Partout. Je vous trouve très beau. Ah oui, l'affiche, on la voit absolument sur moi, ça toutes les m'inquiète colonnes beaucoup, Maurice. ça, cette histoire. Mais vous avez remarqué sur les colonnes Maurice, vous n'avez pas de publicité pour du jeans, beurre, c'est ça. des Voilà, bagnoles, c'est pour ça. des jeans. C'est uniquement pour le culturel. Le culturel ne paye pas assez, donc il va les supprimer, donc il va augmenter le culturel. Ou il va dire à la ville de Paris, puisque c'est le Il y a culturel, des colonnes Maurice. donnez-moi le Moi, j'en manque prends à au gagner. hasard, j'en vois. J'ai vu une colonne Maurice sur Landru, j'en ai vu une sur Grosse Palma des Mergos, si c'était à refaire. Véronique Rivière au théâtre de 10 heures. Ouais, Marie Laforêt. pas grand chose d'autre, hein. Anne Romanoff.
Anne Romanoff, vous faites quoi en ce moment, Anne Romanoff, d'ailleurs? Je suis en tournée et j'écris mon nouveau spectacle. Ah. Dites-moi, je suis un peu naïf, mais Decaux, il n'a pas des concurrents? Non. C'est un incroyable monopole. Castelot, à un moment donné. Il n'y a aucun... C'est un monopole Jean-François absolu. Cap. Alors, écoute, moi, je suis vraiment pour qu'on reparle l'histoire des colonnes Maurice, parce que merde alors. Qu'est-ce qu'on vient de Ah non, faire un depuis bel 5 argument, minutes? parce que merde alors. Je suis scandalisé. Alors ça, franchement, si la mairie de Paris ne donne pas des explications là-dessus. Mais vous rendez compte de l'axe programmatique, là, dans cette émission? Entre la Qu'est-ce que c'est, un RATP... axe programmatique Ah bah oui, c'est un peu jargon politique. Ça nous change de Stevie, hein. Ah oui, c'est sûr. J'attends le moment où ils seront là tous les deux, où Stevie pourra plus parler au nom de la Non, mais c'est jeunesse. On se donnerait presque le même âge, hein, Stevie. Ah, Stevie, je sais pas quel âge Il a il a, 2 Stevie. ans de moins, même pas. Ouais. 25 ans, Il est un 26 peu ans. plus jeune, oui. Ah, il est un peu plus jeune. Tu devrais prendre Ah un oui. jeune de la banlieue pour équilibrer quand même. Ça va venir. Et alors? Ah oui, croyez pas, vous Moi êtes... je rencontre dans la rue, hein, je peux leur donner ton Stevie est téléphone. relativement un jeune de banlieue. Ah oui, bien sûr. Et Stevie, d'où est-ce qu'il vient? Il vient effectivement Du d'un Mans. quartier, Du Mans. d'un quartier Du populaire, Mans, d'une ouais. famille extrêmement modeste, comme on dit aujourd'hui. Comme quoi, dès qu'on les sort du truc, ils deviennent encore plus à droite. Donc, Dès qu'on les sort du truc. Comment vous parlez des gens dès qu'on les sort du truc? Eh bien, je vais vous parler de la galette. Puisque c'est l'épiphanie, ce week-end, on va tous croquer la galette pour essayer de savoir si on a la fève. Et ça nous vaut toujours des papiers formidables. Libération, tous les jours, ils nous font un papier inutile. Et là on en a un de plus sur la D'ailleurs, leur tradition. vente grimpe terriblement. 60 Ça. millions de figurines mises en vente chaque année dans l'Hexagone. Remarquez, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de figurines vendues chaque année. Hein. Et alors, on se rappelle évidemment qu'au départ c'était une fève, c'est-à-dire un flageolet, quoi. Un haricot. Un haricot, voilà exactement, contre une galette. Et que c'est seulement effectivement plus tard que on a pu trouver d'abord, il faut le dire, un petit Jésus. Ça, la fève a ensuite été un petit Jésus. Et puis on a trouvé les rois mages, Melchior, Gaspard, Balthazar. Et puis sont venus ensuite évidemment les petits héros de bande dessinée. Mais aujourd'hui vous avez toutes sortes de choses, les pierres à feu, les Betty Boop, les costumes du pays de la Loire, les monuments de Bourgogne, les vaches de race, les pipes des célébrités, les dictons, la météo. On trouve tout ça dans la galette. Et vous avez des hommes politiques. Moi, j'en ai rencontré un qui m'a confié qu'il était très content d'avoir eu sa fève une année, et il m'a même dit, j'en ai honte, je n'ai jamais été autant sucé. Ah ça c'est Alors, pas à mon mal. avis, un type, on va faire un petit quiz. Un homme politique qui est proche de l'UDF, qui fait des vannes et qui est capable de dire ça. Voilà, vous avez gagné, ça doit être Monsieur Santini. Ah oui, c'est André Santini. Non, ça n'est pas André Santini, mais je n'en dirai pas plus. Non, parce que c'est pas vrai. Lui, il a une activité sexuelle très certainement très active. Oui, il a pas Et besoin comment ça d'épiphanie. s'appelle déjà les collectionneurs Ça y de est, fèves? chaque année, on nous repose Les la même fabophiles. Ah Voilà. bon, c'est tout. Oui, Je crois que oui. c'était très Moi, j'ai bien. eu un dauphin la semaine dernière. Il paraît qu'il y a même eu les héros du Bébé Show qui étaient à un moment donné en fève. Et les Miss France aussi, il paraît, sont... Et alors, Ce qui est vexant, c'est que nous n'y soyons pas. La ça va bande de plus loin. recul. Alors là, je vais rejoindre votre petite anecdote, cher Antoine Bueno, puisque nous avons aussi la série, non, mon train et wagon, ça, bon, pourquoi pas, mais les Zizi internationaux. Non, mais je sais ce que c'est qu'un zizi, enfin à peu près, mais un international, je connais pas. Je vous montrerai. Ah, d'accord. Ça, mon petit Bueno, c'est tu as comme en beaucoup de politique, qualités, faut mais y ici, passer, tu sais, hein. il faut faire très attention à ce qu'on Il va dit. falloir apprendre vite. Tu sais, si tu veux réussir dans le showbiz, il faut donner de sa personne. Alors on nous dit alors ça c'est très intéressant dans ce papier de Libé, on nous dit c'est la fève qui fait de la galette un gâteau de partage autour duquel on va se réunir pour la découvrir, cette fève. Mais attention, il y a, ça j'adore ce passage, il y a les sournois qui la traquent en lorgnant la galette sur Moi, je sa fais ça, tranche moi. au cas où la fève pointerait. Ah, vous êtes une sournoise. Non, moi Non, j'empêche je coupe, ça avec les enfants, pas question. Vous avez les pseudo-tacticiens qui pensent s'approprier la part idoine selon de mystérieuses déductions. Les méprisants qui dédaignent le rite en se rabattant uniquement sur le mousseux ou le cidre. Les fourbes qui jaugent d'un doigt assurer la texture de la frangipane pour tenter d'y déceler l'objet. Et alors, le moment qu'on ne commande pas assez, parce que dans les familles, c'est quand même le moment le plus tendu, c'est au moment où vous êtes choisi roi ou vous êtes choisi reine selon votre sexe, et vous avez donc à choisir votre roi ou votre reine. Et lorsque, notamment, vous avez un certain nombre d'enfants
que c'est le père ou la mère qui sont choisis, et qu'il y a tous les visages d'enfants qui vous regardent, papa, lequel tu vas choisir, ou laquelle, je suis sûr que c'est un moment de tension. Alors Gerland ruse, et à chaque fois, moi je mets 10 fèves toujours dans la galette, comme ça tout le monde je disais toujours, même tout petit, je disais Anne Romanoff. Anne Romanoff. Ah oui, c'est vrai. Là, il y a aussi une astuce pour pas faire la peine aux enfants, tu demandes plusieurs couronnes à ta boulangère. Oui. Mais quand même, ils sont pas idiots. Ils savent bien qu'il y a un choix. Autant aller chez le dentiste, alors. Mais vous connaissez la technique, la technique du à qui pour qui? Parce que moi, c'est ça que je faisais, en fait, avec mes parents. Ben, on trichait, en fait, avec ma mère. J'avais des amis qui venaient, et donc il fallait que tous les enfants aient la fève, bien entendu. Et c'était pas une jeune fille, c'était moi, qui passait sous la table. Et quand une part était dépourvue de fève, on disait à qui. Et quand elle me disait pour qui, je savais qu'il y avait une fève dedans, et c'était la ruse. Un code au moment où un code, exactement. Ça, c'est fourbe. Oh là 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 là. Eh oui, c'est comme ça qu'on adhère à l'UDF. Tu vois qu'il faut se méfier des centristes. Voilà. Ah, et vous connaissiez Jean-Bernard Hébé? Pas du tout, mais je suis ravi de l'avoir découvert. En tout cas, moi, j'ai adoré. Vraiment, c'était exceptionnel. C'était un très très grand moment de musique. Il est bien, ce petit Bueno, vous voyez. Il apprend vite. Il apprend vite. Tenez, je voudrais vous faire passer cette photo. Pour les auditeurs qui, évidemment, ne peuvent pas voir l'article que je vais tendre à mes camarades, sachez que je vais tenter de piéger les chroniqueurs dont on a tout essayé. Demain, samedi soir sur France 2, vous aurez l'occasion de voir la photo que je tends aux chroniqueurs. Mais je voudrais vraiment vous faire réagir parce que je trouve ça scandaleux ce que je viens de voir ce matin dans le journal Métro. On nous montre un sweat qui va vraiment faire polémique, qu'on trouve sur un site internet qui s'appelle www.anticon.biz. C'est une société qui s'appelle Anticon qui commercialise ce sweatshirt depuis un mois. Un sweat un brin provocateur. Je vous propose de regarder un peu ce que permet de faire ce sweat. Il y a une capuche et quand vous mettez la capuche et que vous refermez cette capuche, elle se transforme en cagoule avec 2 trous à la place des yeux et tout ça évidemment sort au moment où on a vu toutes ces émeutes en banlieue, c'est-à-dire que c'est vraiment le sweatshirt pour aller faire de la casse quoi en gros. Et en blanc on dirait du Ku Klux Klan en plus. Oui, ça ressemble aussi aux super-héros des bandes dessinées, non? Non, mais surtout non, c'est la mauvaise foi de ce non, mais je vois d'ailleurs Anticon. Bien sûr, c'est pour que les jeunes de 18 ou 19 ans s'amusent à jouer Superman, mais évidemment. C'est marqué. C'est une panoplie de Noël, mais oui. Mais non, ils font les mêmes en Blanche-Neige. C'est d'ailleurs, regardez, je rêve alors. Non, mais si on commence à s'attaquer aux cons, moi je quitte le pays. Non, ça ressemble aussi à une cagoule pour fétichistes. Oui, pour ce soirée un truc de catcheur, ils disent, c'est ça. Enfin, écoutez, vous êtes d'une mauvaise foi totale. Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que c'est pas bien? Que c'est honteux? Que c'est honteux qu'on ne devrait pas laisser vendre ce genre de sweatshirt, c'est tout. Y compris avec capuche, peut-être même, parce qu'avec la capuche, vous pouvez la mettre sur la tête. Qu'après, quand il y a une capuche, que les jeunes fassent ce qu'ils veulent de la capuche, mais vendre un sweatshirt avec une capuche dont la fermeture éclair remonte jusqu'en haut du front et 2 trous à la place des yeux, écoutez, pardon, Laurent, excusez-moi, c'est quand même... Mais vous ne pensez pas à la filière textile. C'est vrai. Mais ça va dans le même sens que la mode des pantalons qui tombent, là. Vous savez d'où ça vient, cette mode des pantalons bien sûr, qui tombent? Des prisons. Ah, voilà, des prisons, etc. Et je trouve que voilà, c'est une espèce de de mode para-prison, para-casseur. Franchement, je n'ai aucune sympathie particulière pour ce type de vêtements, mais enfin c'est comme quand je vois les gens avec des vestes de para, je trouve ça absolument désagréable et déplaisant. Donc on peut pas se mettre là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez interdire ça? Ah ben moi j'interdirais ça. Je suis désolé. Mais ça c'est fait en Angleterre. Il est interdit en Angleterre de rentrer c'est vrai. dans des tas d'endroits, dans des tas de lieux publics, si on a un capuchon. Non mais attendez, avoir une capuche sur un Gérard Miller vient de mettre sa grande capuche verte. Avoir un capuchon sur un sweatshirt, c'est une chose, mais avoir un capuchon qui se transforme en cagoule avec la fermeture éclair qui fait tout le long du visage et 2 trous à la place des yeux, c'est quand même très particulier. Vous pouvez pas comparer une capuche avec ce que je vois sur cette photo. Mais Act Up rappelle souvent qu'il faut jamais sortir sans le capuchon. Donc oui, mais enfin avec 2 trous dedans, ça sert à rien. Désolé. Et puis alors, le créateur de cette capuche, il est quand même un peu gonflé. On voit vraiment qu'il c'est de la provoque et qu'il se fout de la gueule du monde. Il dit, puis de toute façon, après tout, pourquoi on n'aurait pas le droit de faire ça? Personne ne poursuit Nike parce qu'ils fabriquent des baskets qui font courir plus vite. Alors, vraiment, alors. Oui, non, mais ils surfent sur la vague. Mais l'interdire, ça va juste leur donner un peu plus de prix. Mais c'est normal que la fringue récupère des phénomènes de société. Bien sûr, ça, c'est absolument normal. Pratique
pour braquer une banque, pratique pour faire de la casse, pratique, c'est ça quoi en gros. Écoutez, Pour pas se faire photographier. Non, c'est vrai que c'est un côté pouce au crime c'est un quand côté même. provocateur, absolument. Mais, Je veux dis pas que c'est protéger bien. toutes les paparazzi professions, aussi. toutes les professions ont leurs accessoires. Mais non, mais on peut pas interdire ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous dites, Anne? Pour se protéger des paparazzis. Ah, c'est la star qui parle. Non, je te disais ça pour oui. toi. La star qui a eu des problèmes Par dans exemple, le métro. Oui, et- quand elle va prendre le train, maintenant, elle va mettre Voilà. une cagoule comme ça pour qu'on lui demande Oh pas. non, t'as reconnu, Romanov. Ils font la même pour Le Pen avec un trou seulement. Enfin, écoutez, bon. Tiens, puisqu'on est alors dans des histoires de délinquance et de justice, parlons un peu de ce procès de cette jeune femme qui s'appelle Hélène Castel. Un procès qui embarrasse non pour elle d'abord, ça c'est sûr, c'est évident, mais surtout ses compagnons de braquage qui eux ont purgé leur peine, sont retombés dans l'anonymat puisque c'est 25 ans après le braquage qu'elle passe devant le tribunal pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle avait pris la fuite au Mexique et rappelons-le, elle a été retrouvée seulement 4 jours avant la prescription, avant les fameux, j'allais dire la date clôture des 20 ans pendant lesquels on pouvait encore la poursuivre. 4 jours avant, on la retrouve, ce qui fait qu'effectivement, elle passe un procès 25 ans après le braquage et tous les témoins, évidemment, de cette époque-là, ont refait leur vie, n'ont absolument pas envie qu'on remette Tous les dans témoins leur... et tous les acteurs, et parce tous y les compris acteurs, les complices. les complices, y compris, n'ont pas envie qu'on remette ni leur nom dans les journaux, ni leur visage en photo. Je crois d'ailleurs que les télévisions font plutôt bien leur travail là-dessus. Alors, il y a eu, c'est ça, dans chaque journal, à la télé, ils ont pris des décisions. Les uns ont décidé de ne pas montrer les photos des témoins, les autres de changer les noms, les Il y autres en a de qui ont mettre des distribué petits des sweats dont on ferme la capuche pour pas voir les... points. Ils ont décidé, en effet, parce que notamment parmi les coupables Sur de l'époque, www il y a un anti-con. psychiatre. Parmi les coupables de l'époque, il y a par exemple un psychiatre qui a évidemment fait des études de médecine en prison, qui Qui a... maintenant fait de la radio. Oh, vous auriez pu Eh braquer ben, je à vais vous dire l'époque. vraiment pas. Moi, je vais vous dire, je suis évidemment pour que la justice soit clémente, s'il faut être clément, mais en même temps, moi, ce que j'ai lu tout de suite dans ce braquage, c'est qu'ils avaient des armes, qu'il y a eu des coups tirés. Eh ben, moi, je vais vous dire... Il y a eu dès un le moment où on a braqueur des- tué, hein. C'est du côté des braqueurs Ouais, qu'il y a eu parce un qu'il a tué. tiré. Non, mais Franchement, c'est là où je... Un banquier gravement blessé. Je suis autrement capable de m'indigner sur une agression de ce genre sur l'histoire des suites. Parce que quand on va quelque part avec des armes chargées, même si on refait sa vie 20 ans plus tard, et je le comprends, et il faut en tenir compte, et elle semble vraiment s'être amendée, moi je n'oublie pas qu'il y avait des gens avec des armes, et que ces armes étaient chargées. Le voleur de pommes ou même l'agresseur qui rentre chez vous, qui fait un fric-frac, c'est très mal, il faut le punir, c'est pas pareil que le mec qui rentre avec un flingue, avec un couteau, qui viole ou qui... C'est fou comme on a l'impression que tous les délits sont de la même nature. Et quand il y a eu ces jeunes de banlieue qui ont été foutus de mettre effectivement le feu à un bus où il y avait des gens dedans, je trouve ça d'une monstruosité, d'un fascisme absolu, il n'y a pas la moindre nuance là-dedans. Ah bah oui, mais alors vous êtes prêt à leur vendre des suites avec des Mais cagoules non, avec mais- deux trous. Faudrait savoir. Mais parce qu'on ne peut pas faire la police n'importe comment et n'importe où, de même que je n'ai aucune sympathie pour les paroles de chansons qu'on a critiquées, et en même temps, je pense pas que ça soit possible de faire la police dans toutes les chansons de France pour savoir si c'est pousse au crime ou pas. Mesdames et Puis ils avaient messieurs, pas je besoin de pense que suite. Gérard Miller est en train de changer. Non, moi je le comprends. Et je le dis souvent, j'ai été dans un mouvement gauchiste ultra violent qui s'appelle la gauche prolétarienne et qui à un moment donné aurait pu basculer dans le crime, pour le dire simplement, comme en Italie ou en Allemagne. Et certains de nos amis avaient même des armes pour faire certaines actions. Et on avait pris la décision collective que ces armes qui servaient à impressionner ne seraient jamais chargées. Jamais. Au risque d'ailleurs qu'on se fasse flinguer, puisqu'effectivement quand vous avez une arme, s'il y a un policier ou un vigile, il peut croire qu'il est menacé. Mais l'idée de blesser quelqu'un, et à plus forte raison un innocent, ça ne venait pas à l'esprit des gauchistes que nous étions. Et je suis désolé, on peut dire beaucoup de choses sur les gauchistes français des années 68, 70, 72. Eh ben, ils n'ont tué strictement personne. Non, mais je veux pas me faire applaudir, mais je vous assure que... Un peu quand même, parce que ce revolver que vous directe. braquez sur le public pour qu'il vous applaudisse. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h. Anne Roumanoff, Isabelle Motro, Gérard Miller, Jean-Bernard Hébé, Antoine Bueno vont nous parler du livre de la semaine. Sophie Garel n'est pas là pour faire en premier son résumé. Je pense qu'elle a abandonné quand elle a vu l'épaisseur Elle du a eu une livre. gastro. Mais elle a peut-être eu tort parce que beaucoup disent que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature que nous avons là en main aujourd'hui. À vous de me dire si vous êtes d'accord avec ça. L'art de la joie, un roman traduit de l'italien. C'est signé Goliarda Sapienza. C'est aux éditions Viviane Ami. Alors, qui commence? Tiens, j'ai peut-être envie de commencer par Anne Roumanoff pour voir. Alors,
c'est un roman qui est très copieux. Hein. C'est 613 pages. Voilà, 613 pages. Moi, j'ai commencé lundi, alors évidemment. Donc, je me suis arrêtée à la moitié, les 3/4, j'ai lu. Et c'est un très bon roman. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est un roman d'apprentissage. Ça se passe en Italie au début du XXe siècle. Il y a une héroïne qui est une jeune fille d'un milieu paysan, prolétaire. Elle a un début de vie atroce. Elle est maltraitée, elle est violée. Enfin, elle est recueillie par des religieuses. Elle est extrêmement ambitieuse et elle va pas hésiter à tuer une religieuse quand même pour se faire sa place au soleil. Après, elle est recueillie par une riche famille. Elle commet un deuxième meurtre en toute discrétion. Elle se fait pas prendre. Grâce à ça, Modesta, hein, ce qui est très ironique. Grâce à ça, elle devient princesse. Alors, elle a une sensualité un peu débordante quand même. Elle va aussi bien avec des hommes que des femmes. Donc, on assiste à son apprentissage amoureux. Il y a pas mal de scènes assez érotiques quand même. Elle est née en 1900, donc on traverse tout le 20e siècle. 1er janvier 1900. Comme la psychanalyse. Voilà. Ensuite, après, on la suit dans son évolution. Elle a des enfants. Elle fréquente des activistes politiques italiens. Il y a Mussolini qui est en arrière-plan. J'imagine qu'après il y a la Deuxième Guerre mondiale, mais j'ai pas été jusque là. Ça, je peux vous le dire. C'est une information que nous tenons de source sûre. C'est un roman qui est très très bien écrit. On dirait pas un roman du XXe siècle. On dirait que ça a été écrit par un grand auteur, je sais pas, du XIXe siècle. Exactement. Même si c'est écrit à l'ancienne, on va dire entre guillemets. En même temps, ça décrit aussi ça va jusqu'à la période contemporaine. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est les ellipses. C'est-à-dire que il détaille énormément une situation et tout d'un coup, comme dans un film, on zapperait une partie, on passe. Hop, elle reprend la situation et on se dit, oh, on a raté un bout et pas du tout. On revient en arrière et hop, elle fait des ellipses comme ça qui maintiennent en haleine, quoi. Il y a pas mal de sexe aussi, ce qui ne gâte rien à l'affaire. Voilà. Beaucoup. J'ai noté, il y a au moins 4 ou 5 cunilingus, hein, surtout. Voilà. Et moi, j'ai une. C'est en latin, donc. En latin, mais pas en langue morte. Isabelle Motro. Moi, ça m'a fait penser non pas aux écrivains du 19e, mais même en remontant plus loin à Sade, à Juliette. Parce que et à Rabelais. C'est-à-dire ces genres de héros comme ça à qui il arrive des aventures souvent un peu fantastiques. Par exemple, à un moment donné, elle a un problème et elle dort. Alors elle dort 2 jours et 2 nuits, voilà. Comme ça. Il y a comme ça très naïf, il y a quelque chose. C'est les romans du 18e. Voilà, c'est plutôt 18e. Non, mais je pense à Rabelais aussi parce que c'est quelque chose de. Vous avez tout lu, voilà. Vous, Isabelle? Alors moi, j'ai lu tout. Et par contre, j'ai fait un peu des ellipses par moment. Et en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que tu te dis bon, alors vite, le temps passe, il faut, parce que là on est obligé d'avoir lu jusqu'aujourd'hui, donc je me disais bon allez, je passe un peu, c'est impossible, il faut avoir tout lu, il faut revenir en arrière, tout s'enchaîne vraiment bien. Et moi ce que j'ai aimé, c'est que cette Modesta, elle est pas très sympathique au fond quand on réfléchit. C'est une femme avec toutes les facettes que peut avoir un être humain, c'est-à-dire qu'elle a plein de côtés tout à fait exaltants, et en même temps elle a un côté extrêmement sombre, extrêmement arriviste. Mais tout est fait avec angélisme. Mais voilà, et en même naïveté, temps, l'air de pas y toucher. L'air de pas y toucher, etc. Au début, on se dit, mais elle se rend compte ou elle se rend pas compte. Mais vous avez aimé ou pas aimé? J'ai beaucoup aimé. Ça m'a transporté. C'est le genre de bouquin qu'on a hâte de rentrer à la maison pour le reprendre. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bueno, vous passerez en dernier. Gérard Miller. Alors, c'est les livres qui sont précédés déjà par une légende, parce qu'on n'a rien dit de la légende de l'auteur. C'est une femme qui n'était pas vouée à l'origine à être écrivain, qui est née, elle, un peu plus tard que son héroïne, vers les années 20. Même, je crois. Voilà, on la voit jouer dans Senso, je ne sais pas quel personnage elle joue là, et elle a mis 10 ans à écrire ce livre, qui n'a d'ailleurs été publié, qui n'a connu le succès qu'après sa mort. Voilà, et quelques mois avant, ça c'est terrible. Hein, voilà, travailler 30 ans sur un livre. Je ne l'ai pas terminé parce que 600 et quelques pages, quand on lit d'autres livres, c'est très difficile. Mais c'est vrai que c'est exactement ce qu'on a été dit. C'est absolument passionnant, et c'est surtout l'histoire d'une volonté incroyable. C'est-à-dire que quand on lit le début du livre, on s'enfonce dans une noirceur comme rarement on en lit une dans un livre, et puis elle s'en sort malgré tout. Jean-Bernard Hébé. Moi, j'ai échappé à la Modesta grâce à la Tourista. Et donc, comme vous m'avez prévenu ce matin de cet après-midi, j'ai pas pu lire les 600 pages, et je vous en remercie. Antoine Bueno, ce n'est pas encore votre tour, parce que Philippe Alfonsi, qui est souffrant, donc pas autour de cette table aujourd'hui, a quand même lu ce livre puisqu'il devait être présent dans notre émission, et Philippe a tenu, parce qu'il a adoré ce livre, par téléphone au moins à nous dire ce qu'il pensait de l'art de la joie. Philippe, bonjour.
Oui, Laurent, je vous rassure tout de suite, c'est pas le livre qui m'a terrassé, pas du tout. mais c'est un des bouquins les plus formidables que j'ai lus depuis très longtemps. Je crois qu'en effet, vous compariez ça tout à l'heure aux grands auteurs. Ça a un souffle dostoïevskien. Enfin, c'est formidable. C'est un livre extraordinaire. Mais j'ai entendu dire tout à l'heure que c'était un livre où c'était une femme noire ou une femme amorale. Pas du tout. Je trouve que c'est la femme la plus juste, moi, que j'ai jamais vue lue depuis longtemps. Elle est d'une justesse extraordinaire. Tous ses sentiments sont justes. Tout ce qui est fait est juste. Même quand elle tue quelqu'un, vous vous dites, mais enfin, nom d'un chien, mais c'est juste ce qu'elle a fait là. Bon. Et elle tord le cou à tous les bons sentiments. Alors voilà, il n'y a pas un bon sentiment dans ce bouquin. Ça fait du bien quand même. Il n'y a que des sentiments justes. Voilà. Il y a de tout ce qui lui arrive dans la vie, les choses les plus noires, les choses les plus extraordinaires, les choses les plus belles. C'est juste. Voilà. C'est ça, je trouve, le plus fort de ce livre. Il y a une justesse, il y a quelque chose qui vous touche au cœur. C'est vrai que vous avez rien à voir avec une pauvre fille qui est née dans un bouge invraisemblable et qui a été violée par un père de passage. Rien. Et pourtant, vous vous identifiez immédiatement à elle. Elle est absolument extraordinaire, cette femme. C'est une femme, en plus, je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est une femme qui aime aussi bien les hommes que les femmes, mais qui parle tellement bien de l'amour qu'elle a pour les hommes, même si elle les prend, elle les jette, que c'est un livre qui ne peut faire que plaisir aux hommes. Je veux dire, c'est un livre, on disait tout à l'heure pourquoi l'art de la joie, mais parce que c'est un livre jubilatoire. On est en permanence, c'est un livre, voilà, où on est en une jouissance permanente en le lisant. Et je crois qu'il faut vraiment se précipiter pour l'acheter et le lire parce que c'est un des plus beaux bouquins, moi, que j'ai lu depuis longtemps. Il est encore meilleur couché que assis. Antoine Bueno n'a pas l'air d'accord. Alors je vous présente Antoine Bueno, Philippe Alfonsi, vous ferez connaissance avec lui plus tard. Bonjour Philippe Alfonsi. Il est tout nouveau dans cette équipe. Alors allez-y Bueno. Mais moi je déteste cordialement ce livre, tout simplement parce que c'est à lui que je dois mon retard et donc mon renvoi de l'émission. Il faut dire que je l'ai lu dans des conditions pas faciles, puisque j'ai commencé à 21h30 hier soir, et puis que j'ai fini, il était 10h10 du matin. Donc bon, c'était un petit peu difficile. Ceci dit, bon, tout ce qui a été dit est vrai. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que c'est un peu c'est ce à quoi je m'attendais, une fresque du XXe siècle. Pas vraiment en réalité, parce que on est surtout dans la petite histoire, les petites histoires de Modesta, sans que ce soit péjoratif du tout. Et les guerres, tout ça, ne sont présentes qu'en arrière-fond. Alors ça aurait pu se passer un peu n'importe quand. Et le paradoxe, c'est que elle nous décrit ce XXe siècle. Enfin, non, elle ne le décrit pas, mais tout se passe dans ce XXe siècle avec un ton, c'est vrai, ça a été dit, très 19e. Ça c'est frappant. Et puis je trouve que en soi, c'est une vraie leçon d'écriture quand même, parce que c'est vrai que c'est très très bien écrit. Elle a passé 10 ans par rapport à plein de gens qui aujourd'hui font de l'autofiction, qui parlent de leur nombril et qui pondent des livres tous les 6 mois, je trouve que ça c'est une vraie leçon. Bon, voilà. Mais vous avez aimé ou pas alors finalement? Alors je reconnais les qualités, mais je suis très honnête, c'est pas du tout ma came, c'est pas du tout le genre de truc que je lis ni que j'écris. J'ai trouvé sans du tout faire de machisme à 2,50 francs que c'était de la littérature de bonne femme. Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on est la littérature de bonne femme, ça fait 50 ans qu'on n'a pas entendu cette expression. Eh oui. Je rêve. Madame Alfonsi, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis le fils spirituel de Pierre Bénichou. Là, je suis sidéré, là, quand même, parce que justement, je trouve que cette bonne femme, elle pourrait être un homme. C'est pas. C'est pas mieux, là, Philippe. Merci, Philippe, merci. Elle mériterait d'être un homme pendant que tu y es. Ah non, attends, elle l'explique tellement bien dans son livre, ça, alors, justement. Comment on apprend aux petits garçons et comment les femmes sont les complices du machisme. Alors ça, c'est des pages les plus belles, parmi les plus belles du livre. Non, absolument, il n'y a pas de contresens là-dessus. Je disais tout à l'heure, elle aime tellement les hommes que ce livre va faire plaisir aux hommes. C'était ça que je voulais dire, pas autre chose, Mais le fait est que c'est un chef-d'œuvre, quoi, voilà. Ben voilà, c'est ce que je disais au début. Beaucoup prennent ce livre comme un des derniers chefs-d'œuvre de la littérature. Alors on ne peut que au moins vous conseiller de tenter de le lire. Ça s'appelle L'art de la joie. C'est chez Viviane Ami Édition. L'auteur s'appelle Goliarda Sapienza. C'est traduit de l'italien par Nathalie Castagnier. On vous remercie Philippe Alfonsi. Bon rétablissement. À très vite dans cette émission. À bientôt. Et on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Bueno, Hébé, Motro, Miller, Roumanoff. Anne qui veut revenir un instant sur l'art de la joie. Pourquoi? Oui, moi, il m'est arrivé une mésaventure avec ce livre, donc je le reçois le moment de Noël, et puis j'avais pas de cadeau pour mon père, et il est jamais content de ce qu'on lui offre, donc bon. Tout d'un coup, j'ai une fulgurance, je me dis l'art de la joie, c'est philosophique, ça va lui plaire. Ni une ni deux, j'avais du papier cadeau, j'emballe le livre.
Donc je le donne. Mais oui, mais bon, écoute. Mais non, parce que de toute façon, c'est quand même un cadeau. J'aurais dû en racheter un pour le chroniquer. Donc c'est vrai. Donc je l'emballe. Ou rappeler Paulette pour dire je l'ai perdu. Ah non, pas du tout. Je l'emballe, je l'offre. Mon père l'ouvre et là, miracle, il a l'air à peu près content. Oh, l'art de la joie. Non. Et là-dessus, mon mari, il dit. Oh, Daniel, c'est marrant, c'est le livre que Anne doit chroniquer pour Europe 1. Et moi, je suis là de l'autre côté, je fais et voilà. Et là, mon père s'est vexé encore plus que si je n'avais pas offert de cadeau. Et il m'a laissé le livre. Il m'a dit, c'est pas la peine. Et justement. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, ça, c'est vraiment mal terminé, cette histoire. Petite anecdote. Et je lui ai expliqué, mais c'est un cadeau quand même, puisque j'aurais dû le racheter. C'est l'heure des chansons qui se ressemblent. Serge Liado, patiente au téléphone. Bonjour Serge. Salut. Comment ça va? Impeccable. Alors aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent concernent Charles Aznavour et Charles Aznavour. Ben oui. Ah bon? On pourrait appeler ça un autoplagiat si on ne se doutait pas un petit peu que Charles Aznavour, il s'est amusé à faire un énorme clin d'œil. Je crois qu'il l'a fait exprès. Oh ben bien sûr, c'est évident. C'est le refrain. Alors voilà, c'est une chanson qui est dans son album qui est sorti en fin 2003. Ça s'appelait Je voyage. Cette chanson s'intitulait La critique. C'est sur la critique, les gens qui critiquent les artistes, etc. Et dans le refrain, on retrouve exactement le refrain d'une chanson archi connue, La Bohème, qui était sortie en 1965. La critique, on a beau dire au fond que l'on s'en contrefou. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La critique vous détruit le moral et vous en fout un coup. La critique qu'elle vous porte au nu ou en trois mots vous tue. La critique, ça ne veut plus rien dire du tout. Il l'a fait sciemment, mais quand même on vous applaudit, Serge Liado. Bravo. On imagine que on imagine que ce n'est pas une coïncidence. Hein. Non, bien sûr, bien sûr. La chanson flash du jour, Serge Liado. Vous avez, je pense, déjà commenté ce sondage Sofres qui place Ségolène Royal en tête des cotes de popularité. De toutes les personnalités politiques, droite et gauche confondues. Voilà, donc à 500 jours du renouvellement du bail présidentiel, ça méritait quand même une petite chanson. Allons-y. Elle est en tête, Ségolène, devant les autres candidats. 49 points cette semaine, 4 de plus que Nicolas. François, le mec de Ségolène, a beau lui dire tu es déjà l'élu de mon cœur, ma reine. Ségolène veut plus que ça, on lui jette, comme c'est cruel, des pots de banane sous ses pas. D'ailleurs, elle ne passera pas, comme dit Alain Duhamel. S'il le dit, on peut s'y fier, c'est un mage, un vrai devin, qui a prédit l'Élysée à Balladur et Jospin. Faut qu'elle affronte les primaires, au PS, puis on verra. Mais elle a du souci à se faire, car des primaires, il n'y en a pas que là. Bravo Serge. Bravo. Il a été augmenté. Bravo. Il a un grand orchestre. Qu'est-ce que vous dites? Il a été augmenté. Avant, il avait juste une petite guitare qui faisait crin-crin. Maintenant, grand orchestre. Ah mais ils sont 15 derrière le téléphone maintenant. Oui. Vous avez un beau studio dans lequel vous travaillez maintenant, hein, grâce au cachet qu'on vous a donné depuis... Oh là là, ne m'en parlez pas de ces cachets. Je suis pratiquement impayable. C'est la direction qui me dit toutes les semaines. Allez, on vous applaudit. En tout cas, c'était très bien. Bravo Serge. Mais on peut en revenir là-dessus, hein, parce que c'est vrai qu'il a raison, Serge Liado. Malgré ses scores de popularité, on en voit plein quand même. Et parmi les commentateurs politiques, effectivement, Alain Duhamel qui sort un livre, paraît-il, très très intéressant sur la vie politique et sur la prochaine présidentielle. Alain Duhamel lui-même, il a noté, Serge Liado, qui dit elle sera jamais candidate. De toute façon, elle n'arrivera pas jusque-là. Je vais pas commenter cela, mais il y a un truc qui me fait très peur. Je suis assez vieux, comme vous le savez, vous me le faites remarquer suffisamment souvent. Je suis né, il y avait déjà Alain Duhamel à la télé qui faisait des commentateurs.
je vais mourir, il est encore là, et il s'est toujours trompé. Je vous signale que c'est un ami de Jean-Pierre Elkabbach. Mais il est formidable, mais pourquoi? Il est absolument formidable. Non mais j'avais la même chose. Il y en a deux autres qui sont comme ça. C'est Annie Cordy que j'aime beaucoup aussi. Et il y avait Dalida. J'étais né, il y avait Dalida. J'allais mourir, il y avait Dalida. Elle m'a pris de justesse. Oui. Bah, c'est toujours et la vous même mourrez, musique. il y a Orlando. Non, c'est incroyable quand même. Je voudrais vous parler de l'urinoir de Marcel Duchamp, oui. la pièce centrale de l'exposition Dada au centre Pompidou, qui a été retirée de l'expo pour restauration. En effet, mercredi, en fin de matinée, un homme de 77 ans s'est attaqué à l'œuvre d'art contemporain avec un petit marteau et a ébréché légèrement la céramique. L'homme a été déféré hier en fin d'après-midi devant la justice. En 93, lui-même s'était déjà attaqué à ce même urinoir alors qu'il était exposé à l'époque au Carré d'Art de Nîmes dans le Gard. Ça veut dire qu'il en veut vraiment à cet urinoir ou c'est lui-même un artiste? Non, mais c'est l'une des œuvres les plus provocatrices et l'une des plus fondatrices de l'art contemporain et de l'art moderne. Donc c'est vrai que ça a énervé beaucoup de gens qui ont répété toute leur vie, oui, mon fils fait la même chose, et donc qu'on expose un urinoir, ça énerve. C'est Dada sur le bidet en quelque sorte. C'est une œuvre, mais en tout cas c'est une œuvre majeure qui a vraiment marqué l'histoire de l'art. Mais c'est bien ça, le porte-bouteille. Voilà, vraiment, allez voir cette exposition. Moi, je la trouve formidable, d'une variété. Alors, on croit qu'on connaît vaguement la chose, mais c'est d'une richesse, d'une originalité qui est vraiment... Mais il faut dire que toutes les œuvres d'art sont menacées, parce que le David de Michel-Ange lui-même a été attaqué à plusieurs reprises, et il y a quelques années, il y en a un qui a réussi à casser l'orteil du David de Michel-Ange. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur. Je crois qu'il s'appelle l'oncle Benz, parce qu'il vend il vend du riz blanc, et donc il est contre l'urinoir. Oh là là. Oh là 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 là. Bravo. Oh là là. Ça vient de loin. Grande forme. Je vous propose un peu de musique, ça va vous calmer. Et alors, ça va vous intéresser, Jean-Bernard Hébé, parce que c'est une chanson que vous connaissez peut-être. C'était une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle 12 belles dans la peau. Pas balle, belle. 12 belles dans la peau. Et cette chanson de Gainsbourg qui date des années 50 est reprise par un duo de chanteurs français. Un duo qui sort un album intitulé Reprisé, et non pas reprise, mais reprisé. Ça s'appelle ce duo Les Croquants. Donc voici Les Croquants avec cette chanson de Gainsbourg, 12 belles dans la peau. Quand on sait pas chanter, qu'on n'a rien à dire, qu'on sait pas faire des textes, on adapte toujours une chanson de Serge Gainsbourg. C'est toujours comme ça que ça... Mais il y en a déjà eu 150. C'est toujours des groupes qui n'ont rien à dire. Attendez, c'est ce que chantent les mecs dans les bistrots, aux terrasses, qui passent avec la soucoupe, avec sa guitare. C'est dans la playlist Europe 1. Elle est formidable, cette chanson. Je l'adore. Alain Duhamel en a fait son disque de chevet. Vraiment, alors. Ça donne envie de réécouter Gainsbourg, moi. Monique Pantel est au téléphone. Bonjour, pour parler des sorties cinéma à l'affiche depuis le 4 janvier. Monique, bonjour. Bonjour. Alors on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de films. On dit rien du tout. Ah, si, d'abord, bonne année, Monique Pantel. Ah bah, bonne année, quand même. Oui, c'est vrai, j'ai eu votre message, mais seulement hier soir tard, je ne sais pas pourquoi. Moi, mais c'est les PTT qui m'en veulent. Vous avez pourtant envoyé un texto, hein? Non, je sais pas envoyer les textos. Mais elle sait pas les lire 2006, l'année de la 2006, l'année de la saucisse, je vous l'ai envoyé à vous aussi. Dites-moi, je suis ravie d'être rentrée du Nil, hein. Ah oui, vous étiez sur le Nil. Oui, j'en avais marre du Nil parce que j'y suis allée l'année dernière et c'est idiot d'y revenir. J'en avais marre de tous ces des trucs de mort. Ils sont tous ils ne pensaient qu'à leur mort, ces gens-là. Oui, c'est un peu le principe en Égypte en même temps. Mais oui, mais j'ai pas aimé cette année. Alors parlez-moi plutôt du film de George Clooney, Good Night and Good Luck. C'est le macartisme, c'est le titre Good Night and Good Luck d'une émission télé de 53 aux États-Unis, et c'est aussi le titre du film de George Clooney. Écœuré par la politique absolument épouvantable de McCarthy qui faisait régner la terreur et qui voyait des communistes partout et qui les pourchassait et qui les humiliait, c'était horrible. Alors donc ce journaliste, Edouard Meurot, formidablement joué par David Strathairn, il lui déclare la guerre sur la télé, à travers la télé. Et là, bon, c'est à travers on voit aussi heureusement d'ailleurs des bandes d'actualité en noir et blanc, donc le film aussi est obligé d'être en noir et blanc, et il déclare la guerre à McCarthy et il gagne. Et c'est une histoire vraie, et bizarrement elle n'a pas l'air vraie. C'est la faute à la mise en scène mollassonne de notre ami
sublime Georges Clooney. Bon, il est mou. Isabelle, c'est dommage Motro. parce que le sujet est sublime. Moi, je trouve pas que ce soit mou. Ce qu'il y a, c'est que c'est très austère. C'est-à-dire que, effectivement, on sent que Clooney, son père, en fait, vouait un vrai culte. Son père faisait de la télé aussi à Clooney, et il adorait ce journaliste. Et donc, il s'était dit qu'il ferait un hommage, en hommage à son père, à ce type, Clooney. Donc, il l'a fait. Mais c'est vrai que si on n'est pas passionné par le macartisme, on apprend des choses, mais on reste un peu sur sa faim, quoi. Alors parlez-moi d'une vie inachevée avec Robert Redford, Morgan Freeman, Jennifer Lopez. Quel casting, un beau trio. Alors, que vaut ce film d'une vie inachevée? Eh ben moi, je suis un peu con-con, comme vous le savez. Moi, j'ai trouvé ça charmant. Oui. Robert Redford, il est super ridé comme une vieille ponne, mais il est très sympa. Il est fermier à la retraite, il a qu'un copain, son employé Morgan Freeman, qui est génial, qui a été défiguré par un grand ours, et on suppose par la faute de Redford. Et le pauvre Redford se remet pas de la mort de son fils dans un accident de voiture, et il accuse sa belle-fille, la sublime machine, là, Jennifer Lopez, il accuse sa belle-fille de l'avoir provoqué l'accident parce qu'elle conduisait. Bon, la voilà qui arrive, la Jennifer Lopez. Elle débarque avec sa fille, qui serait peut-être, tout ça c'est des peut-être, qui serait peut-être la petite fille du vieux. Non, c'est sûr. C'est sûr, ça. Bah oui. Comment t'en es sûr, t'as pas tenu? Mais si, même lui, il en est sûr. Il le dit à un moment. Oui. Il reconnaît son fils à travers cette petite fille. Oui, à la fin. Mais pas. Tu racontes la fin, ça y est, je vais l'engueuler comme un enfant. Mais non, je raconte pas la fin. Dès le début. Bon, alors, bref, il devient, il s'humanise un peu, mais surtout, ce qui est bien dans ce film, c'est le duo Morgan Freeman et Robert Redford. Ces deux potes qui font que se chamailler, et ça, c'est marrant. Les paysages sont superbes. Passons à Nicolas Cage, Ethan Hawke dans Lord of War. Alors c'est horrifiant. Il est impeccable, Nicolas Cage, comme d'habitude, impeccable de réalisme. Il décide un jour de devenir marchand d'armes. C'est pas dur pour lui, parce qu'il a un oncle général de l'armée agonisante, l'armée russe. Alors il lui achète ses armes, il les revend sans complexe à des dirigeants des pays africains en guerre. C'est complètement immoral, il devient de plus en plus riche, du coup il se paye la femme de ses rêves, il n'a pas d'état d'âme. Moi oui, parce que quand je vois, il est dans un petit gouvernement, je sais pas comment on dit, en Afrique, et tout d'un coup, le chef du gouvernement tue froidement dans le bureau un type qui l'agaçait. Il supporte tout ça, il est pas gêné, et des gens comme lui existent, hélas. Hein. Donc il faut voir ce film parce que c'est vrai, c'est pas marrant, mais c'est vrai. Jean-Bernard? Moi je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu la bande-annonce, et je trouve que jamais, comme le dit Ardisson, il n'y a eu un pitch aussi brillant que pour ce film. Il y a 117 millions d'armes à feu dans le monde, un homme sur 12 possède une arme à feu. Comment va-t-on faire pour armer les 11 autres? C'est formidable, ça résume tout. Passons à un film de Brian Cook, Appelez-moi Kubrick, avec John Malkovich qui joue le rôle d'un imposteur qui se fait passer pour le réalisateur décédé depuis, Stanley Kubrick, mais qui était vivant au moment de cette imposture. Ai-je bien résumé la situation? Oui, très bien. Eh ben, il en fallait un. C'est le nanar de la semaine. Oh non, tu peux pas dire ça. C'est épouvantable. Oh. C'est encore une histoire soi-disant vraie à laquelle on croit absolument pas. Mais si, c'est vrai. Mais enfin, on n'y croit pas, j'ai le droit de m'exprimer. On me téléphone, je donne mon avis. Mais t'as le droit, mais c'est vraiment un petit peu nul. Il est nul, le type. Il fait que boire. En plus, il est complètement alcoolo et c'est nous qui trinquons. Et il arrête pas de baiser des petits mecs parce que, en se faisant passer pour Kubrick. Qui n'était pas homosexuel pourtant? Eh ben non, c'est idiot. C'est un film idiot. Faites-moi confiance, Laurent. Non. Je l'ai vu. Vous allez pas me dire que vous avez aimé. Ah non. Très franchement, j'ai apprécié le jeu de John Malkovich parce que c'est vrai qu'il est étonnant à chaque fois qu'il prend la peau d'un Stanley Kubrick différent, parce qu'en fonction des personnes qu'il rencontre, il a à chaque fois un Stanley Kubrick différent, un costume différent, un déguisement différent, et comme les gens ne connaissent pas la plupart le visage de Stanley Kubrick à cette époque, personne le connaissait. On connaissait son nom, mais on ne connaissait pas évidemment son visage. Effectivement, c'est amusant de voir comment il se sert de la célébrité de ce personnage pour réaliser des petits larcins, pour pas payer le taxi, pour draguer des mecs, mais c'est vrai que c'est un peu répétitif et que on commence à s'ennuyer assez vite, Isabelle Motro. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé jusqu'à la fin. Je suis désolée. Ça m'a passionné cette histoire de faussaire comme ça.
qui se met dans la peau d'un type super connu quand même, parce qu'on connaît pas le visage de Stanley Kubrick à l'époque, mais on connaît ses films bien sûr. Et ce qui est extraordinaire, et alors, en plus, c'est qu'il connaît pas les films non plus. Et alors voilà, ce qui est extraordinaire et authentique, c'est qu'il a même pas travaillé le personnage. Et ça, c'est vrai, j'ai lu de la doc sur Alan Conway. Comme c'est intelligent. Mais non, mais c'est fascinant quand même. Oui, c'est fascinant. Moi, je vais me faire passer pour Ruquier, tu vas voir. Mais alors là, t'auras beaucoup de mal, je pense. Oui. Bon, on retient quand même pour cette semaine Une vie inachevée, si vous aimez les films un peu plein de bons sentiments américains, on va dire. Non, c'est mieux que ça, c'est bien. Avec Robert Redford, Morgan Freeman, Jennifer Lopez, Une vie inachevée. Et puis peut-être quand même, pour ceux qui veulent savoir à nouveau ce qui s'est passé exactement sous le McCarthyisme, oui. Good Night and Good Luck de George Clooney, même si c'est un peu scolaire comme l'a dit Monique. Et puis peut-être aussi quand même Nicolas Cage. Ah oui, quand même, oui. Dans Lord of War. Et pour ceux qui suivent les avis d'Isabelle Motro, il y en a. Il y en a pas beaucoup. Appelez-moi Kubrick. Dis donc, il y a eu 2 personnes qui m'ont souhaité les vœux sur Internet. Oh, c'est bien. À vendredi prochain, Monique. Des petits conseils avant de partir? Allez, moi, juste une petite colère. Vous vous rappelez, Laurent, qu'on avait passé plusieurs fois ici, à l'antenne, Polémique, c'est la voix off, de jeunes qui trafiquaient les voix des hommes politiques pour faire des caricatures que tout le monde avait adorées. Et on devait reprendre une des caricatures, d'ailleurs celle sur Sarkozy et les petits-enfants, qu'on avait passé, qui avait beaucoup fait rire, dans un numéro spécial des Inrocks, parrainé par la SACEM. Et la SACEM a décidé de censurer ce petit morceau en disant que c'est terrible, que M. Sarkozy était comparé à un nazi, que c'était absolument impossible de passer ça dans les Inrocks. On l'a passé ici, tout le monde a ri, personne une seconde n'imagine que Sarkozy, sous prétexte... En même temps, on aime bien la SACEM. Moi, je viens de recevoir un petit courrier hier. Oui, moi aussi, j'en ai reçu un. Mais franchement, il faut pas censurer quand même les humoristes. Et donc, je voulais faire un petit coup de chapeau à Polémique, c'est la voix off, et à dire à la SACEM et aux Inrocks qui pourraient quand même être un peu plus démocrates. Oui, Isabelle, non, rien. Bueno? Oui, moi j'ai un conseil de livre, ça s'appelle La théorie des nuages. C'est écrit par Stéphane Hautguy. C'est un roman vraiment extraordinaire qui a été primé. Il a reçu plusieurs prix, dont le prix du style. Et c'est pas du tout qu'un effort stylistique, c'est vraiment pas ennuyeux. Il romance l'histoire des nuages, la manière dont on a perçu les nuages. Et à travers cet objet qu'est le nuage, en fait, il nous parle de plein d'autres choses, mais je vous laisse découvrir le livre. Et puis au musée de Bordeaux, parlons un peu de ce qui se passe aussi en région, musée des Beaux-Arts de Bordeaux jusqu'au 19 mars prochain. Ensuite, l'expo ira au musée des Beaux-Arts de Caen à partir du 1er avril et jusqu'au 4 juillet. Splendeur de Venise, la peinture à Venise au XVIIe et au XVIe siècle. Alors ça va de Lotto à Carpaccio en passant par Véronèse. Une exposition donc au musée des Beaux-Arts de Bordeaux actuellement jusqu'en mars. On se retrouve lundi à 16h30. Bye bye.